Encore une fois, hein, on est dans une logique où c'est un peu particulier, puisque quand vous êtes dans une entreprise en liquidation habituellement, vous pouvez vendre les machines, vous pouvez vendre un certain nombre d'actifs. Nous, c'est un effacement immédiat d'une ligne d'actifs qui est la ligne joueur. Donc c'est quand même assez important. Très honnêtement, ça créerait un passif gigantesque. On n'est pas dans la menace ce soir, mais vous nous posez la question, donc on vous répond franchement. On n'imagine pas, vu les éléments et vu surtout le fait qu'on ait attesté qu'on ne soit pas en état de cessation des paiements. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire on irait en liquidation judiciaire sans être en cessation des paiements. Encore une fois, je l'ai dit, ça serait unique. Hein, donc c'est quand même incroyable. Deuxième point, on irait en liquidation judiciaire en ayant une situation, en ayant fait preuve, apporté la preuve et attesté par une décision de justice que les accords qu'on a conclus assurent la pérennité. C'est un tribunal qui le dit. Alors, ça serait une décision qui a force exécutoire et qui serait devenue définitive. Hein. Et puis troisièmement, que les accords qu'on produit, ils portent préjudice à personne, bien au contraire, puisqu'ils permettent de payer les créanciers, etc., etc. Donc tout ça mis bout à bout, il est vrai que si jamais l'impensable venait à se produire, vous imaginez, n'importe qui, à notre place, évidemment, irait réclamer réparation, évidemment. Mais encore une fois, nous, ce soir, on s'est battu pour arriver à un résultat positif dès la conciliation. J'aimerais renforcer ça, parce que le choix là, il aurait été donné tout simplement si on avait accepté la décision de la commission d'appel, avec cette fameuse lettre on va dire, qui essaye d'étayer un truc qui est complètement inétayable, on va dire. Mais si on avait accepté ça, on serait déjà aujourd'hui dans cette situation-là. Donc effectivement, si on est aujourd'hui ici autour de cette table, ou qu'on a été cet après-midi au tribunal de commerce, c'est parce qu'on ne veut pas lancer des requêtes en réparation, on ne veut pas aller en justice pour quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'un club qui a tout fait pour rester en Ligue 2 et qui sportivement est descendu, et ça, on sait qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, mais si le club est en Ligue 2 aujourd'hui, c'est parce qu'il a tout fait et plus que ça. Je veux dire, au niveau de capitalisation, au niveau de valeur joueur, au niveau de tout ce qui tourne autour de ce club-ci, se retrouver avec grosso modo 13 millions de dettes sur le bilan, ça en fait un des meilleurs clubs sans doute, non pas en France, mais en Europe. Donc ces efforts-là qui ont été consentis par les créanciers, ils sont consentis pour que les Girondins de Bordeaux continuent à exister et fassent ce que les Girondins de Bordeaux doivent faire, c'est-à-dire reconstruire un club et une équipe digne de ce club pour remonter en Ligue 1. Il est clair que si ce plan-là ne peut pas s'effectuer, je viens de parler des prêteurs, déjà eux n'ont aucun choix, puisque leur seule façon de recouvrer, alors qu'ils viennent de faire un gros effort, c'est par ce biais-là. Donc ça serait une situation quand même assez incroyable, et voilà, on va dire qu'on s'y prépare comme on s'est préparé à tout, mais c'est pas du tout le but recherché. Et d'ailleurs, moi je serais, Maître Cotteret l'a dit, mais moi je serais plus que choqué si on était dans cette situation-là. Est-ce que vous avez l'impression que la conciliation sera financière et uniquement financière, ou est-ce que le fait que les politiques interpellent la ministre, qu'il y a eu la marche de samedi, ça peut peser aussi? Nous, on n'a jamais demandé à qui que ce soit qu'on interpelle qui que ce soit d'autre pour un traitement de faveur. Et je pense que j'avais dit la dernière fois ici qu'on n'était pas là pour mendier, et ça reste la même chose. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que le dossier soit traité de façon juste, et on voit que la lettre de motivation est remplie d'injustice, ou d'erreurs, on va dire. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout simplement, d'abord, on corrige ces erreurs manifestes, et ensuite, on voit qu'au-delà de ces erreurs manifestes qui, de toute façon, auraient normalement permis au club de rester déjà en Ligue 2, on voit en fait qu'il y a des efforts énormes qui ont été faits. Et moi, peut-être, j'aimerais rajouter un point important, c'est que s'il y avait peut-être du positif à retirer, puisqu'il n'y a pas grand-chose à retirer de positif de ces étapes-ci, on a aujourd'hui entendu la personne qui représente les employés du club. Je peux vous dire que ces gens-là aujourd'hui, et il y en a qui attendent, etc., je peux vous dire que ces gens-là aujourd'hui, ils ne dorment pas, ils ne sont pas sereins. On est en route sur un plan social, mais au-delà de ça, ce n'est pas le plan social, c'est tout le club qui peut tomber, et avec ça, tous les emplois. Donc, toutes ces journées à retarder, toutes ces journées à ne pas avoir de décision, toutes ces journées à devoir regarder une lettre qui est remplie d'erreurs et devoir expliquer ça, en fait, ça fait quoi? Ça crée un malaise
Et elle l'a dit hein, devant le tribunal, ça crée un malaise, et ça crée un mal-être, et ça crée un stress sur les employés, sur le club, etc. Donc nous, la seule demande qu'on a pu faire, mais qui est absolument justifiée, c'est que justice soit faite, il n'y a rien d'autre. Et là, si on va arriver devant le CNESF, on va y arriver avec quoi? On va arriver avec un dossier qui, s'il avait été traité de façon correcte, donc sans erreur, je ne dis pas maintenant qu'il y a, mais sans erreur, ferait qu'on en aurait déjà terminé. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'un dossier qui est encore quelque part meilleur, beaucoup meilleur d'ailleurs, soit traité de la façon juste, c'est tout. Mais même si ce n'est pas vous qui le demandez, est-ce que vous avez l'impression que ça peut peser quand même dans la conciliation? C'est normal, on est quand même dans un état de droit. Je veux dire, si la justice si les gens ne peuvent pas demander à ce que justice soit faite, alors il faut arrêter tout, quoi. Je donne l'exemple du contrat, mais si un contrat est signé sous droit français et qu'il n'est pas acceptable, je veux dire, là, on arrête tous tout. Il n'y a plus de base légale pour quoi que ce soit. À vous entendre, on a l'impression qu'effectivement, non seulement vous ne demandez pas un traitement de faveur, mais là, ça c'est en l'occurrence un traitement de défaveur, peut-être. Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que vous avez une idée de l'origine de ces forces contraires qui font qu'on essaie de vous faire perdre du temps, c'est évident, dans la gestion, dans la préparation de la saison qui arrive? Est-ce que vous avez une idée précise, puisque vous dites, Président, que la lettre est constellée d'erreurs à rectifier? C'est objectif. Hein. C'est pas. On dit pas. Non, attention. Non, pas du tout. On a l'impression que la DNCG rend une décision. Attention, je vais peut-être y répondre à deux phases. Okay, donc, on n'est pas du tout dans le subjectif. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons écrit à Madame la Ministre, ou ce n'est pas nous qui avons écrit à la Fédération, c'est le conciliateur ou les conciliateurs nommés par le tribunal de commerce qui engagent leur responsabilité civile sur toutes les décisions qu'ils prennent. Donc c'est pas nous qui demandons au conciliateur de faire quoi que ce soit, parce qu'on n'en a même pas le droit. C'est le conciliateur qui gère la conciliation, qui se dit à un moment donné, attendez, parce qu'on m'a demandé de concilier, et je ne peux plus concilier, parce qu'en fait on a une décision qui ne correspond pas du tout à des fondements de droit hyper basiques. Donc le club n'a rien à voir avec cette lettre-là. D'ailleurs, c'est simple, elle n'est pas signée par le club. Ça, c'est la première réponse. Donc on n'est pas dans du subjectif, on est dans l'objectif plus qu'objectif, puisqu'on est devant un tribunal de commerce, devant un procureur et devant des conciliateurs. Premier point. Le deuxième point, c'est que quelle que soit la réponse que je vous donne maintenant, elle sera mal interprétée, je serai jugé, elle fera, à mon avis, que créer encore plus de confusion et de stress, etc. Alors que moi, le stress, je peux l'encaisser. Et pour ceux qui me connaissent, ça ne me pose aucun problème. Par contre, je n'ai pas envie que le club que je préside et les employés que je dois protéger aient à encaisser ce stress-là. Donc, je ne vais pas répondre à votre question, parce que d'abord, je ne connais pas la réponse. Mais même si je pouvais avoir un avis, cet avis-là serait jugé automatiquement. Et à partir de là, quand on me juge moi, ça ne me pose aucun problème. Mais quand on juge les Girondins de Bordeaux d'une façon qui est complètement, qui est juste inacceptable, je ne peux pas l'accepter. Donc c'est pour ça que je ne vais pas rajouter de l'eau au moulin, pas parce que j'aimerais pas répondre à votre question, mais parce que j'ai à protéger en fait un club et des employés. Plus légère, mais pourquoi avoir demandé à Rio Mavuba, Andrea Lardez, le deux cabinets Numer, le club scapulaire de venir? C'est par transparence, juste par communication? Par demande de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde essaye de savoir ce qui se passe. Surtout après la lettre de motivation que tout le monde a pu voir, hein, puisque ce n'est pas quelque chose de particulièrement caché, il y a une incompréhension générale. Et donc que ce soit, il n'y avait pas que, il y avait par exemple l'avocat de Fortress qui était présent. C'est-à-dire que toutes les parties prises, qu'elles soient parties signataires aux accords ou employés ou encore métropole ou ville à cause du stade, etc., il est quelque part normal qu'ils nous posent des questions tout le temps. Et plutôt que de répondre deuxième main, c'est-à-dire de dire on y est allé et après on va essayer de vous répondre, en fait on a dit voilà, si quelqu'un veut venir, ça sera au tribunal de décider s'ils peuvent assister, on va dire, au débat ou pas, mais on a tenu à être hyper transparent et à pas être, nous, là, messagers, on va dire, de ce qui était discuté sur place. Question juridique, est-ce qu'une instance comme le CNOSF ou le COMEX ou une fédération peut aller à l'encontre d'une homologation du tribunal de commerce? Ils le peuvent.
Mais après, les critères qu'ils apprécient sont des critères sur quoi? Sur la capacité de faire la saison prochaine, sur la capacité de présenter un budget qui ne va pas être en déficit, sur la capacité d'apporter toutes les garanties demandées, notamment sur les ventes de joueurs et notamment sur la capacité à sécuriser son budget, sur le niveau d'endettement de la saison 2022-2023. Et au-delà, même si ce n'est pas le but premier, sur le fait de poursuivre les saisons suivantes. Tous ces éléments, effectivement, ce sont les mêmes. Il n'y a pas deux dossiers, c'est-à-dire il n'y a pas le dossier devant le tribunal de commerce et il n'y a pas le dossier devant la Fédération française. On parle bien de la même société, du même club et des mêmes agrégats. À partir du moment où on parle de la dette, on parle de la trésorerie, on parle du niveau des fonds propres, on parle des charges, on parle des rentrées. Tout ça, ce sont des éléments qui sont les mêmes devant le tribunal de commerce, que Mazars a challengé, qui font l'objet de la conciliation, et également, effectivement, ceux que la fédération doit prendre en compte dans son appréciation. C'est tout. Il n'y a pas 36 pérennités. Il y a une pérennité. La société est-elle pérenne ou pas? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a un précédent? Non, il n'y a pas de précédent. Juste sur l'abandon de dette, est-ce qu'il y a une compensation dans le futur probable ou ils ont vraiment décidé de Non, dire on abandonne il y a une négociation, bon, je ne vais pas dire violente, mais rude, on va dire. Et elle s'est fait, voilà, elle s'est fait comme elle s'est fait, et elle s'est fait absolument sans aucune. Il n'y a pas de porte cachée, il n'y a pas quoi que ce soit. Abandonner, c'est abandonner. Et c'est un effort très important des créanciers. Et c'est pour ça que je disais avant, en fait, devant un effort comme ça, il est clair que des fonds d'investissement américains qui ont quand même l'habitude de situations tendues, il est clair que si ces efforts-là, eux considèrent n'ont pas été respectés, voilà, on sait déjà dès à présent quelle sera la réponse qui sera donnée. Donc de là, la réponse avant légale et tout ce qui va avec. Ça veut dire, Président, qu'au-delà de cette réponse que vous faites, est-ce que ce n'est pas tout simplement cette histoire-là qui paraît, vue comme ça de l'extérieur, assez erratique, la décision de rétrograder Bordeaux pourrait paraître erratique, est-ce que ce n'est pas tout simplement l'aveu de la part de cette instance qu'elle refuse un certain système? Mais en fait, juste un truc, je laisserai Thomas répondre sur la partie on va dire, mais non, voilà, c'est quoi, c'est l'expression, c'est sortir par la porte et rentrer par la fenêtre avec la question, mais voilà, donc moi je vais pas répondre à ça, mais moi je vous répondrai par contre d'un truc, et je laisserai Thomas donner les chiffres. C'est montrez-moi un club d'envergure des Girondins de Bordeaux, ou même proche, je parle même pas, même un club plus petit, qui soit aujourd'hui capable d'exister avec les droits télé, le sponsoring, les entrées dans le stade, la vente de maillots et d'autres choses. Vous m'en montrez un seul qui ne fasse pas de vente de joueurs pour compléter son budget sur l'année. Il n'y en a pas un seul. Ça n'existe pas, à part effectivement des clubs qui sont dépendants d'un État ou d'autres choses. Ça n'existe pas. Et donc, comme moi, et d'ailleurs, c'est jamais moi qui ai utilisé le mot trading. Pour en venir j'ai jamais utilisé ce mot-là. C'est un mot qui est venu. Voilà. Moi, je parle simplement du fait de valoriser des joueurs. Valoriser des joueurs, ça veut dire quoi? Et tout le monde devrait en être content. Valoriser des joueurs, ça veut dire prendre des joueurs qui sont jeunes et qui, dans beaucoup de clubs, n'ont absolument aucune opportunité de jouer, zéro, et de les faire jouer. Et effectivement, ces joueurs-là, s'ils performent même au-delà des résultats de l'équipe, ce qui est le cas cette année de Bordeaux, puisque les résultats de l'équipe ont été très mauvais, plus que mauvais, mais il y a quand même des joueurs qui sont aujourd'hui reconnus pour être des bons joueurs, mais ces joueurs-là, ils n'avaient aucune chance de jouer par ailleurs. Donc quand on parle de trading, qui est un mot, on va le dire, qui est con, parce que c'est même pas du français, et moi j'en ai jamais parlé en tant que tel, quand on parle du fait que des clubs, ou que Bordeaux vend des joueurs, ou que d'autres clubs auparavant vendaient des joueurs, attendez, tout le monde le fait, mais absolument tout le monde le fait. Sauf que ce que nous on fait, c'est vrai, c'est qu'on ne va pas chercher que des trentenaires, on va chercher des joueurs de 19, 20, 21 ans, qui sans doute ne joueraient jamais de la vie dans leur club. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils viennent. Aujourd'hui, on est en Ligue 2, on était rétrogradé en National A encore il y a quelques jours, et pourtant on a des joueurs qui sont en train de s'entraîner sans contrat, on a des joueurs qui veulent rester,
on a des joueurs qui sont prêts à couper leur salaire, etc., pour un club qui, encore il y a quelques jours, était en National 1. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on leur donne l'opportunité de jouer, chose qu'ils n'auraient dans quasiment aucun autre club. Et donc, quand après ça, vous avez des joueurs qui sont jeunes, qui n'ont pas des gros salaires, bah, effectivement, ils vont intéresser des clubs, parce qu'ils peuvent encore les revendre derrière, etc. Et c'est là où le modèle commence à marcher, mais ce modèle-là, il est ni néfaste, et là où il y a énormément d'hypocrisie, c'est que de toute façon, c'est comme ça que vivent quasiment tous les clubs. Donc à partir de là, réponse à votre question, je ne sais pas, mais en tout cas, le modèle lui-même n'est pas un modèle, c'est une réalité du foot français. C'est pas le modèle, mais le manque de fonds propres qui pose problème à la DNCG. Dans quel sens? Que le club est financé par de la dette. C'est le problème plus le trading, ça veut dire double risque. Mais justement, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle de faire passer... On parle quand même de faire passer la dette du club. Dans un des reproches qui est fait au club, il y a effectivement son endettement. Okay. Mais là, on parle quand même d'une réduction de la dette qui passe de 53 du bilan du club à 13. Enfin, donc à un moment donné, ce qu'on dit, c'est que, alors évidemment, 0 c'est mieux, mais à un moment donné, on est revenu dans des zones d'entreprise normale de ce point de vue-là. Il y a un moment donné, il y a eu un emprunt. Il ne faut pas oublier que l'emprunt qui a été porté par le club a une origine. C'est le paiement du droit d'entrée dans le stade. Donc quelque part aujourd'hui, l'endettement du club tel qu'il va rester aujourd'hui, il est inférieur à ce droit d'entrée dans le stade. Donc c'est pas illogique en soi. On revient dans des zones, à mon avis, parfaitement normatives. Et le club est dans une phase de restructuration d'ailleurs. Et c'est tout l'intérêt de notre chemin. C'est justement d'aller vers cette restructuration pour sortir de cette critique envers le modèle du club. Et après, il faut aussi arrêter, sans vouloir être l'ultralibéral que je suis considéré être, faut ouvrir la porte et sortir dans la vraie vie. Moi, je vois aucune entreprise en France ou ailleurs aujourd'hui qui va et qui achète, je ne sais pas, une entreprise de leasing qui a 10 000 voitures en France. Le propriétaire de la société ne va pas mettre du cash pour acheter 10 000 voitures en cash. À un moment donné, les banques existent pour une raison. Ou alors, il faut fermer les banques puisqu'elles ne servent à rien. Si la dette ne nous sert pas, elle ne sert à rien. Et c'est là où c'est quand même un peu marrant, c'est qu'on est quand même dans un modèle économique en dehors du foot où la dette sert quand même à quelque chose. Parce que si la dette ne sert à rien, à quoi servent les banques? À rien. Non mais là je réponds au-delà de l'effort qui est fait, par le club, où on est un des clubs les moins endettés maintenant. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on parle de façon diabolique de la dette c'est mauvais, etc. Mais faut pas, j'allais utiliser le terme, faut pas déconner, mais voilà, faut pas déconner. Juste, Maître, pour rebondir sur la question de Clément, à savoir s'il y avait eu des précédents. Est-ce que vous, dans votre carrière, j'imagine que oui, vous avez défendu des dossiers avec des jugements d'homologation. Et est-ce que ce document a un poids, disons, décisif pour entrevoir une issue positive? Central, traditionnellement central. Je peux vous dire que dans plein de domaines, on a fait des opérations, y compris qui se terminent par des restructurations ou des cessions dans des contextes difficiles. C'est systématiquement demandé par l'intégralité, soit des acheteurs, soit des créanciers publics ou privés. Je peux vous dire qu'actuellement, rien que ce mois de juillet, je fais à peu près 4 homologations dans des dossiers très importants, notamment de transport et autres. Et tant les créanciers publics, SIE, URSAF et autres, que l'État en soi, qui a prêté, qui a fait des PGE et autres, que les banques, tout le monde demande l'homologation. Donc des homologations, on en fait beaucoup, évidemment, que c'est un moyen de sécuriser tout le monde sur l'absence de l'état de cessation des paiements. Enfin, je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit sur la pérennité et autres. Et donc là, il se trouve que effectivement, actuellement, ce n'est pas la seule homologation que l'on mène, et c'est un processus qui est parfaitement central. Quand vous regardez, vous renseignez-vous auprès de différents confrères, ils vous diront tous la même chose. Et d'ailleurs, l'année dernière, évidemment, il y avait eu une homologation, et la restructuration s'était faite dans le cadre d'une homologation. Malheureusement, le niveau de la dette était encore trop important, mais là, précisément, c'est un moyen, c'est une sécurité juridique pour tous. Après le CNESF, le COMEX, il se réunit dans les combien le COMEX se réunit quand, le lendemain? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est eux, finalement, qui vont trancher. Oui. Il y aura une réunion exceptionnelle en fait. En fait, nous, on demande quoi? Si on a demandé quelque chose, on espère quoi, plus exactement? On espère que, et on l'a dit, on l'a écrit, on espère que ça se fasse sur une base objective, sur la base de nos pièces, et que tout ça se fasse le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès
l'audience. Il n'est pas impossible qu'à l'audience, sans croire au Père Noël, hein, qu'à l'audience, et d'ici là, je vous signale que tous les éléments, je parlais des 1000 pages tout à l'heure, hein, mais plus de 1000 pages probablement, hein, aient été lus, aient été appréhendés. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que le procureur de la République, comme le tribunal tout à l'heure, ils avaient, et on s'en faisait la réflexion en venant ici, ils avaient parfaitement appréhendé le dossier. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que si le tribunal et le procureur de la République, qui je rappelle est indépendant, puisqu'il est parfaitement indépendant par son statut, il connaissait par cœur notre dossier, je dirais pas par cœur, mais au moins excellemment bien notre dossier, il doit être possible, j'imagine, hein, pour la fédération, pour le CNOSF, et puis même pour le ministère, de prendre en compte qui ont eu l'intégralité des éléments, puisqu'au fur et à mesure, on a apporté tous ces éléments. Il doit être possible, d'ici, je dirais, mardi ou mercredi prochain ou plus tard, d'avoir la même appréhension du dossier. Et donc, sur nos pièces, de façon objective, avec de véritables décisionnaires en face, ce qu'on vise, c'est que dès cette audience de conciliation, on puisse aboutir à, écoutez, messieurs, vous avez apporté des garanties probantes, vous avez renforcé votre dossier encore, vous avez apporté des réponses face à la décision d'appel, et donc au plus vite, on laisse place maintenant au terrain, et au plus vite, vous pouvez reprendre le cours normal de la saison. Voilà. Est-ce que vous avez des échanges avec les gens du CNOSF, les membres du COMEX, d'autres dirigeants du football français qui peuvent vous rassurer aujourd'hui, au président? Non, moi je laisse faire comme j'ai laissé faire en appel. Je laisse faire tous les professionnels qui travaillent sur le dossier et on suit le chemin tracé, on va dire, par les institutions et les processus.